Mesdames et messieurs, le forum WeExchange est officiellement ouvert et pour cette ouverture, nous avons un merveilleux keynote qui va vous éclairer justement sur le tiers secteur dans son universalité, sa globalité dans le monde, entre autres, et ses mutations. Et j'ai l'immense plaisir, s'il vous plaît, d'inviter M. Hamid Bouchiri, professeur et directeur du département management à l'ESSEC Business School et ex-membre de la commission spéciale du nouveau modèle de développement pour son keynote. Bienvenue. Donc, salam alaikum. Je suis ravi pour au moins 3 raisons d'être avec vous ce matin. La première, en tant que fils de l'Oriental, c'est un privilège de participer à un temps fort d'une fondation qui porte le nom d'un autre fils de l'Oriental. Et pour moi, c'est merci. Il y a de l'émotion. Deuxième raison, c'est juste le plaisir de retrouver un certain nombre d'amis qu'on perd de vue un peu et puis qu'on retrouve toujours avec grand plaisir dans ces événements. Donc, j'en suis absolument ravi et comblé. Et puis, la troisième raison, c'est le thème qui nous unit aujourd'hui. Vraiment, merci et félicitations à la Fondation Al-Qadr Ben Saleh de consacrer son temps fort annuel au tiers secteur. C'est un sujet et c'est un enjeu majeur pour le développement de notre pays. Le nouveau modèle de développement, alors c'est le seul visuel où il y a un peu de texte, mais parfois il est important quand même de se remettre un peu de texte dans le contexte. Le nouveau modèle de développement a érigé, je vous laisse lire derrière moi, mais le nouveau modèle de développement érige le tiers secteur au rang de 3e pilier de développement du pays. Et pour cela, il faut que le tiers secteur national innove un peu plus, change d'échelle, se professionnalise, et c'est de ça que j'ai envie de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Ma petite minute coréenne, puisque la vie m'a donné l'opportunité d'aller vivre un petit peu et travailler en Corée, où j'ai découvert que ce pays dont on dit beaucoup de bien, mais qui n'est pas non plus le paradis sur terre, si je partais dans cette direction, je dirais beaucoup de choses non plus aussi, mais toujours est-il que j'ai découvert en Corée que grâce au tiers secteur, la Corée a pu massifier son système d'enseignement supérieur et devenir le pays qui produit le plus fort pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur d'une cohorte. Et tout ça grâce au tiers secteur, où il y a 160 universités privées à but non lucratif en Corée, et il y a 40 universités nationales. Je vous laisse absorber. Regardez la santé. Dans le secteur de la santé, c'est essentiellement le tiers secteur. Les hôpitaux publics, il y en a en Corée, les hôpitaux publics que j'ai connus sont des hôpitaux publics universitaires liés aux universités publiques qui sont au nombre de 40 en Corée. Donc la commission sur le modèle de développement n'a pas rêvé. Nous n'avons pas rêvé quand nous avons dit que le tiers secteur a le potentiel de transformer le pays. Nous avons pris acte de ce qui se passe en Corée, dans ce qui se passe dans d'autres pays. Je n'ai pas le temps pour vous dire quelle est l'importance du tiers secteur dans d'autres pays, dans d'autres secteurs. Voilà, c'était ma minute coréenne. Et puis, j'en viens au secteur, à la transition souhaitable de notre tiers secteur national. En gros, alors, peut-être que c'est, vous savez, les académiques, nous aimons bien schématiser, hein. Nous aimons bien schématiser, nous aimons bien poser des contrastes, et puis après, évidemment, on discute et on se dit que le monde, il est fait d'un peu de ceci et d'un peu de cela, mais il faut quand même partir de quelques archétypes. Alors, bon, le tiers secteur national, on aimerait qu'il grandisse. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir beaucoup d'initiatives, en fait, dans le pays, beaucoup d'initiatives, et on aimerait que certaines, au moins, de ces initiatives
prenne un peu plus d'envergure, et pourquoi pas même au-delà de nos frontières nationales, et pourquoi pas un tiers secteur qui contribuerait aussi au leadership régional du pays et à la responsabilité régionale du pays. Je laisse ça de côté. Au niveau des modèles, on aimerait voir un peu plus de modèles innovants, un peu plus d'approches innovantes et un peu moins d'approches conventionnelles, même si les approches conventionnelles ont leur intérêt, leur utilité. Je veux dire, ce qui importe quand même à la fin de la journée, c'est d'aider des gens. Hein. C'est ça qui importe. La manière dont on le fait, bon, ça se discute. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est important, c'est de faire quelque chose et d'aider les gens. Et puis, ce tiers secteur, il faut aussi qu'il puisse se pérenniser. Et la pérennisation passe aussi par l'acquisition de réflexes consistant à aller chercher ces ressources, les diversifier pour ne pas dépendre de la subvention de tel ou tel programme ou tel organisme. Et puis, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bon, pas de chance. Et puis, au niveau du management, il y a quand même un potentiel de professionnalisation du management. Dans cette transition, d'ailleurs, je dois dire que les fondations, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, mais d'autres dans le pays, ces fondations peuvent être l'acteur et le vecteur de cette transition-là, parce que elles ont des moyens, mais elles ont aussi des savoir-faire. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu sur le rôle que peuvent avoir les fondations dans cette évolution souhaitable. Alors, d'abord innover, hein, je veux dire, avant de grandir et de se professionnaliser, innover. Alors, je ne vais pas vous faire aujourd'hui une leçon sur l'innovation sociale. Vous êtes les acteurs d'innovation sociale, vous en savez beaucoup plus que moi. J'aimerais juste partager avec vous 2 exemples qui m'ont inspiré, mais juste comme pour dire, bon voilà, quand je dis innovation, qu'est-ce que j'entends par là? En Indonésie, quelqu'un a dit, tiens, mais les déchets peuvent être quelque part une monnaie pour accéder à des services de santé. Pourquoi je souligne ça? Parce que traditionnellement, on va trouver quelqu'un qui va travailler sur les déchets ménagers. On va trouver quelqu'un qui va travailler sur la santé. Mais mettre dans un modèle, mettre les deux, hein, c'est très basique. Hein. Les 2 services en eux-mêmes sont très basiques. Mais les mettre ensemble dans un système, c'est innovant. Donc parfois, il ne faut pas aller chercher trop loin. Hein. Juste des choses simples, mais les combiner. Donc c'est dans la combinaison de deux services simples. Autre exemple, et puis ce sera tout. Hein. Alors, je connais un peu plus. Hein, pour un sourire d'enfant, j'ai été un peu plus proche de cette organisation que de l'exemple indonésien. Un couple de retraités versaillais va au Cambodge, il voit des enfants sur une décharge. Il se dit non, la place des enfants n'est pas d'être sur une décharge. La place de ces enfants doit être dans une école. Mais quand ils ont commencé à vouloir rescolariser les enfants, ils se sont rendus compte qu'en fait, les enfants, c'est un peu le gagne-pain des parents. Donc il faut s'occuper des parents. Et de proche en proche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé, je vous laisse éventuellement regarder les activités derrière moi, de proche en proche, ils ont développé un système qui, dans le jargon, on va l'appeler people-centric. C'est-à-dire qu'on s'occupe du logement, on s'occupe de l'alimentation, on s'occupe de l'école, on s'occupe de la formation professionnelle, alors que traditionnellement, on va trouver, et ça, c'est un constat que je fais au Maroc, mais pas seulement au Maroc, des programmes verticaux. Il y a des gens qui travaillent sur la santé, puis à côté, il y a des gens qui travaillent sur l'école, puis à côté, il y a des gens qui travaillent sur le logement ou autre. Mais c'est des silos. C'est des silos et qui s'ignorent, et qui peut-être même ne veulent même pas travailler ensemble. Et au total, on a beaucoup d'efforts, peut-être qu'on mobilise beaucoup de moyens, mais on ne résout pas les problèmes de la population. Donc, et ça, d'ailleurs, bon, j'aurais pu dire que je suis aussi membre du Conseil supérieur d'éducation, formation et recherche scientifique, c'est trop long. Et un des sujets que nous avons dans l'éducation, c'est que si on veut améliorer l'éducation publique dans nos campagnes notamment et dans les périphéries de nos villes, et il faut apprendre à agir systémique auprès de ces populations. Je ferme la parenthèse sur notre système d'éducation. Donc, je récapitule
Indonésie, combinaison dans un même modèle de 2 services basiques. Pour un sourire d'enfant, c'est une approche holistique d'une population pour répondre aux besoins de cette population-là. C'est ça, quand je dis innover, c'est le genre d'innovation ou d'expérience qui m'intéresse. Et puis, on a quand même au Maroc, alors ça arrive, moi j'ai été, bon, à nous, ça date maintenant un peu, mais bon, nous avons un énorme sujet au Maroc de fracture numérique, alors que nous investissons beaucoup dans les infrastructures. Mais nous avons un problème de fracture numérique. Donc quelqu'un, bon, il a fallu que ce soit un Américain, qui rapproche ces technologies de ces femmes et qui leur rende la technologie, enfin, qui la rende complètement transparente. Il a rendu la technologie transparente pour ces femmes. Donc on a des exemples au Maroc, on aimerait qu'ils soient un peu plus nombreux. Donc ça, c'était sur innover. Et puis bon, après, il faut grandir. Il faut grandir. Et je vais juste partager avec vous un exemple pour illustrer le potentiel de croissance du tiers secteur. Bon, la Maïf, c'est un assureur, c'est mon assureur. J'aurais pu dire en préambule aussi que je suis... En fait, quand Tariq et Ayman, on a commencé un peu à discuter de cette conférence, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis un tiers secteur. J'ai fait ma carrière dans une école, l'ESSEC, qui appartient au tiers secteur. Je suis assuré par le tiers secteur. Je suis bancarisé au tiers secteur. Donc, en fait, je suis peut-être le tiers secteur si je devais changer d'identité. Non, alors, la mutuelle, alors, la Maïf, que je connais de près, à la fois en tant qu'assuré, puis j'ai aussi accompagné la Maïf sur quelques projets en tant que consultant. C'est un énorme système. On est à 4 millions et plus de sociétaires, 4 milliards et quelques de chiffre d'affaires. Et ce qui est remarquable à propos de la Maïf, je ne le dirai pas pour toutes les mutuelles, je ne le dirai pas. Mais pour la Maïf, je suis en mesure de dire que c'est un modèle mutualiste, et ça remonte aux années 30, je crois, qui a su grandir et rester fidèle à sa mission et à son identité mutualiste. C'est juste pour dire jusqu'où ça peut aller. Alors, il y en a beaucoup, des systèmes, des organisations du tiers secteur qui sont devenues des multinationales. Il y en a plus. Certaines vont revenir un peu plus tard dans le flux de la présentation. Et surtout garder son âme, en fait. C'est ça la quadrature du cercle. C'est grandir, se professionnaliser, mais garder son âme. Et c'est là, les chercheurs sur les organisations savent que ce qu'on appelle un peu les phénomènes de dégénérescence des organisations entre guillemets démocratiques et autres. Je ne vais pas entrer dans ces développements, mais il y a toute une littérature sur ces phénomènes-là. Alors, garder son âme, d'abord, il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la perdre. Et alors, certains d'entre nous, dans la salle, nous rappelons des scandales autour de la microfinance qui, je veux dire, bon, un jour, les promoteurs de microfinance en Inde ont dit, pour avoir accès à plus de ressources, il faut aller en bourse. Et puis, ils ont adopté les méthodes traditionnelles des entreprises, etc. Et puis, ils ont eu des commerciaux sur le terrain qui ont été motivés sur le chiffre. Et ça a fait beaucoup de dégâts et ça a fait beaucoup de tort à un concept et un modèle qui a beaucoup d'utilité sociale. Beaucoup d'utilité, mais ils ont fait beaucoup de tort à ça. Et beaucoup de gens ont payé pour ça, alors qu'ils n'y sont pour rien. Vous avez peut-être, comme moi, suivi l'actualité autour d'Oxfam, où on s'est rendu compte, à un moment donné, qu'il y avait des phénomènes systémiques. Il y avait des dérives systémiques. Ce n'était pas des incidents isolés ici ou là d'un chef de projet. Non, c'était systémique. Et d'ailleurs, Oxfam a reconnu sa responsabilité dans l'affaire, et puis ils essayent d'en revenir. Mais bon, c'est juste pour dire que
garder son âme quand on grandit, quand on se complexifie, quand on injecte du monde. Parce que pour grandir, pour faire tourner tout ça, il faut beaucoup de monde. Et il n'est pas sûr d'attirer toujours les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Donc, grandir, il faut garder son âme, c'est d'abord ne pas la perdre. Hein. Alors, je vous mets un personnage ici, Paul Street, qui a récemment pris sa retraite de PDG de la fondation Lloyds Bank. Donc, c'est quand même voilà, c'est pas n'importe qui et c'est pas n'importe quelle fondation. Et qui, en gros, dans un discours un peu d'adieu, il dit, vous regardez derrière moi, qu'en fait, la quête de la taille fait que, souvent, on fait des compromis, on s'engage sur des programmes qui ne correspondent pas tout à fait peut-être à la mission. On travaille avec des partenaires, par exemple, à un moment donné, on ne sait plus, on n'est plus tiers secteur, on devient un accessoire, par exemple, de l'État, ou un accessoire d'un bailleur de fonds. Et bien à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus de mal à garder son âme. Et puis, alors je ne vais pas en dire plus, mais OpenAI qui est en train de bouleverser nos vies à l'échelle planétaire, qui a commencé comme une œuvre philanthropique, non-profit, et qui en ce moment est traversée par beaucoup de tensions qui viennent du fait que les fondateurs, les cofondateurs sont partis, il n'y a plus que Sam Altman. Sam Altman est en train de vouloir faire virer le OpenAI vers un modèle privé à but lucratif. Et moi je dis pourquoi pas, il se pourrait que pour lever les milliards, parce qu'ils ont déjà consommé 20 milliards, il se pourrait que pour avoir accès à encore 20 milliards ou 40 milliards pour entraîner les IA successives, il se pourrait que le modèle à but non lucratif ne soit pas le bon. Il se pourrait qu'il ne soit pas le bon. Mais à ce moment-là, il faut le dire, il faut l'assumer. Il faut en tirer les conséquences et sortir de l'ambiguïté. On ne peut pas continuer à dire « moi, je suis là pour faire le bien de l'humanité, et puis je vais quand même la mettre en bourse et je vais prendre 7%. » Non, il faut être cohérent. Avoir le beurre et l'argent du beurre, ça peut parfois être un peu compliqué. Des exemples inspirants, j'ai parlé de la Maïf. Mondragon, pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui Mondragon, c'est une coopérative de coopératives, c'est un système industriel, commercial, bancaire, c'est un conglomérat qui fait 12 milliards de dollars et qui se bat pour garder son ADN coopératif, démocratique. Ashoka, vous connaissez, je ne vais pas peut-être en parler plus longtemps, mais bon, c'est une multinationale qui, me semble-t-il, jusqu'à présent, arrive quand même à veiller sur l'adéquation entre ce qu'elle est et puis la manière dont elle se présente, dont elle se conçoit. Et puis, la question, c'est comment faire, quoi. Parce que, dire il ne faut pas perdre son âme, ou voilà comment on la garde, il y a pas, on n'invente pas, hein, il n'y a rien à inventer ici. C'est de dire, d'abord, est-ce que vous avez câblé la mission dans la gouvernance? La gouvernance d'une organisation, elle a des conséquences énormes. La stratégie. Est-ce que le comportement stratégique d'une organisation du tiers secteur, par exemple sur une question telle que la croissance, est-ce que la croissance doit être abordée de la même manière pour une organisation du tiers secteur que pour une organisation à but lucratif? Question. Les financements, je ne fais pas de dessin, le capital humain, les gens. Au début, on commence avec des convaincus, avec des militants, et puis de prochain, on a besoin d'embarquer du monde. Comment est-ce qu'on s'assure que le capital humain de l'organisation est aligné, est imprégné des valeurs et de la mission d'intérêt public? Et puis alors, les systèmes de gestion, je vais juste vous dire un truc. Quand on commence, pour moi, alors peut-être que j'exagère, mais lorsqu'on commence à mettre des incitations variables liées à la performance, ce mode-là de management qui va très bien dans le secteur privé à but lucratif, quand je vois une organisation du tiers secteur commencer à jouer avec des choses comme ça, je dis oh là là, c'est peut-être le début de quelque chose. Je laisse ça là. Donc en gros,
piloter une organisation du tiers secteur, la croissance d'une organisation du tiers secteur, c'est un exercice permanent où on est en train de lutter contre les forces de la banalisation de l'organisation. Donc il faut, et c'est la quadrature du cercle, il faut grandir, il faut professionnaliser, il faut diversifier ses ressources financières, mais en même temps garder, rester fidèle, rester dans son sillon. C'est un exercice que j'imagine pas facile du tout, mais c'est là le défi de la conduite de ce genre d'organisation. Et puis, je ne peux pas conclure ce propos sans, quelque part, rappeler à notre souvenir commun une personne qui a incarné notre tiers secteur national. J'ai un regret personnel, mais vraiment un regret. Je regrette de l'avoir connue beaucoup trop tard pour avoir avec elle le genre d'échange que j'ai avec vous aujourd'hui. Et merci. Et merci beaucoup pour cet éclairage inspirant.